48 heures et le compte à rebours tombe sans bruit. Deux chiffres dominent tout. 70% d'or stratégique contre 5,6 milliards de dollars. Une équation qui ressemble à un simple échange mais qui déplace en réalité les frontières de la souveraineté. Dans ce couloir étroit entre soumission et rupture, que se passe-t-il si Ibrahim Traoré choisit de dire non là où l'ordre mondial attend un oui et si ce non devient une méthode? Derrière la comptabilité, c'est une mécanique de précédent qui s'ouvre. Cette analyse promet une lecture précise de ce qui se joue réellement derrière l'ultimatum, sans héroïsation ni simplification excessive. Elle vise à éclairer les mécanismes, les risques et les effets en chaîne afin de comprendre comment une décision apparemment technique peut produire des conséquences politiques durables. Le bénéfice pour le lecteur est clair: saisir, en quelques minutes, pourquoi un choix concentré dans un délai aussi court peut modifier des équilibres régionaux entiers. L'enjeu dépasse la seule valeur de l'or. Il concerne la capacité d'un État à conserver une marge de manœuvre lorsque des clauses juridiques, financières et diplomatiques s'imbriquent. Céder aujourd'hui peut créer une habitude de concession. Refuser peut ouvrir une phase de pression graduelle, parfois invisible. Entre ces deux pôles, chaque acteur calcule ses coûts, ses alliances et ses seuils de tolérance. Ce récit ne cherche pas à prédire l'avenir, mais à poser les bonnes balises de lecture. Comprendre ces balises permet d'évaluer ce qui est réellement en jeu lorsque la souveraineté se négocie sous contrainte temporelle. La révélation tombe à 6h30. Un document classé, 2 pages, un chiffre central. 70% de l'or national exigé sous 48 heures. Ce seul élément suffit à requalifier la situation, faisant passer une tension diffuse à une rupture imminente, car il ne s'agit plus d'un ajustement contractuel, mais d'un transfert de levier stratégique. Dans les premières minutes, les priorités s'inversent. La question n'est plus à quel coût, mais à quel précédent. Le contexte éclaire cette bascule. Depuis des décennies, l'extraction aurifère burkinabé s'inscrit dans des accords asymétriques où la valeur circule plus vite que la décision. Les clauses paraissent techniques, les flux routiniers. Pourtant, cette routine a installé une dépendance silencieuse. Données minières hébergées à l'extérieur, chaînes d'approvisionnement pilotées à distance, marge locale comprimée. Le système fonctionne, mais il limite l'autonomie réelle. À cela s'ajoute un facteur récent: des signaux géologiques convergents, identifiés par des experts, indiquent un potentiel accru dans le nord. La découverte n'est pas publique, mais elle circule déjà dans les capitales et sur les marchés. Ce glissement discret transforme la perception d'un pays longtemps jugé prévisible en acteur doté d'une marge nouvelle. La pression s'accélère, car le temps devient une arme. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré apparaît comme un pivot. Son silence initial n'est pas interprété comme une hésitation, mais comme une phase de mesure. Autour de lui, ministères, juristes et responsables des mines recomposent les scénarios. Céder ouvrirait une brèche durable. Refuser déclencherait une séquence de pression graduelle. Le choix n'oppose pas le risque à la sécurité, mais deux formes d'incertitude. Ainsi, la mini-révélation ne réside pas seulement dans le chiffre, mais dans ce qui l'active. Une chaîne cause et effet où la souveraineté cesse d'être abstraite pour devenir opérationnelle. Dans les heures qui suivent l'ultimatum, la crise quitte les tableaux séco chiffrés pour s'ancrer dans des scènes concrètes. Les institutions se transforment en espaces de circulation rapide où les décisions se prennent debout, dossiers ouverts, téléphones en main. Cette matérialité précoce donne un visage à ce qui, jusque-là, semblait abstrait. Un premier microcas se dessine à l'ouest du pays, sur un site minier actif. À l'aube, les équipes interrompent brièvement les machines, non par peur, mais pour écouter la radio locale. Les commentaires tentent de décoder les implications du chiffre central.
Ce silence mécanique, inhabituel, signale une prise de conscience collective. La décision à venir dépasse la simple productivité. Elle engage la continuité même du travail. Un second microcas apparaît à Ouagadougou dans une université. Des étudiants improvisent un cercle de discussion confrontant précédents historiques et options possibles. Les échanges sont hésitants mais structurés. La politique cesse d'être lointaine. Elle devient un enjeu vécu, débattu à hauteur d'individus. Cette scène marque un glissement. La souveraineté n'est plus un concept, mais une question quotidienne. Dans ces deux espaces, un même repère s'impose. La figure de Ibrahim Traoré agit comme un point d'orientation. Sa posture, encore silencieuse, structure l'attente. Les acteurs ne cherchent pas un discours, mais une cohérence entre le choix et ses conséquences. L'impact précoce n'est donc pas économique, il est cognitif. Les perceptions changent avant les chiffres. Pour le dire simplement, quand la décision touche le quotidien, elle devient irréversible. Le déclenchement survient peu après 7 heures. Un décret bref verrouille l'ensemble des données minières du pays, les accès distants utilisés depuis des années par des opérateurs étrangers cessent de répondre. Ce geste administratif apparemment technique change immédiatement la nature de la crise. Il ne s'agit plus d'une négociation en cours, mais d'un seuil franchi. En interne, le message est clair. Aucune information stratégique ne circulera sans contrôle national. À l'extérieur, l'effet est instantané. Les analystes comprennent qu'un espace de dépendance vient d'être fermé. Dans la foulée, une seconde décision s'enchaîne. Les forces de sécurité reçoivent de l'ordre de contrôler les axes menant aux zones aurifères. Des postes sont installés, les flux redirigés, les accès rationalisés. Le déploiement se fait sans communication spectaculaire. Cette sobriété accentue la portée du geste. L'État ne cherche pas l'escalade verbale. Il matérialise sa capacité d'action. Les villages voisins observent ces mouvements avec attention, conscients qu'un changement durable est en cours, sans encore en mesurer l'ampleur. Le climax se cristallise à la mi-journée. Les unités spécialisées sont mobilisées pour sécuriser physiquement les sites. Aucun symbole excessif, aucune démonstration inutile. La consigne est fonctionnelle. Protéger les réserves nationales. Cette séquence confirme ce que redoutaient certaines capitales étrangères. Le pays ne se contente pas de refuser un cadre, il construit un périmètre de défense cohérent. À cet instant, la crise atteint son point de visibilité maximale. Les flux, les flux d'informations provenant des compagnies minières s'effondrent. Le silence numérique agit comme une déclaration politique autonome. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré réapparaît publiquement. L'intervention est brève, non annoncée. Le message tient en une phrase qui résume l'opposition centrale, les ressources contre l'intimidation. Cette formulation simple reconfigure la lecture de l'événement. La tension se déplace du terrain technique vers un registre symbolique compréhensible par tous. Dans la capitale, les réactions sont immédiates. Les radios modifient leur programmation. Les discussions quittent le détail contractuel pour interroger le sens du refus. Les répercussions s'étendent ensuite en cercles successifs. À l'intérieur, la mobilisation prend la forme d'une vigilance accrue. Les administrations ralentissent certains processus, accélèrent d'autres. Les mines adoptent une cadence prudente. À l'extérieur, les chancelleries rédigent des notes d'alerte. Les marchés anticipent une volatilité accrue. Les partenaires régionaux observent, évaluent, testent leurs propres marges. La séquence entière se déroule en quelques heures, mais ses effets s'inscrivent dans la durée. Le déclenchement ferme un accès, le climax affirme une posture, les répercussions déplacent les équilibres.
Ce continuum transforme un ultimatum en événement structurant dont les conséquences dépassent largement le délai initial. Avant la rupture, le Burkina Faso produisait environ 80 tonnes d'or par an, un volume représentant près de 14% du PIB et plus de 70% des exportations. Cette base chiffrée constitue le point de départ indispensable. Elle décrit un système stable en apparence, mais structuré autour de dépendances externes durables, tant financières que techniques. Le baseline n'est donc pas seulement un niveau de production, c'est une architecture complète de flux, de contrats et de données. 3 mois après la nationalisation, le premier écart apparaît. La production recule temporairement de 18%. Pris isolément, ce chiffre alimente une lecture alarmiste. Mais replacé dans la chaîne causale, il traduit un effet mécanique: retrait de certains intermédiaires, réorganisation des équipes, reprise en main de fonctions auparavant externalisées. Aristides. La baisse ralentit l'extraction, mais elle libère un espace décisionnel. La transition a un coût immédiat, attendu dans toute phase de recentrage rapide. Le deuxième indicateur concerne les circuits et circuits financiers. 100 jours après l'annonce, 62% des transactions extérieures s'effectuent hors dollar via des instruments alternatifs. Ce basculement modifie l'exposition monétaire du pays. La dépendance aux chambres de compensation occidentales diminue. En contrepartie, la volatilité augmente et l'apprentissage opérationnel devient indispensable. L'effet net n'est ni une rupture brutale, ni une panacée. Il s'agit d'une redistribution des leviers qui réduit certaines vulnérabilités tout en créant de nouvelles. Le troisième chiffre éclaire l'intérieur de l'économie. Les investissements structurels progressent, plus 11% dans les infrastructures, plus 23% dans l'agriculture et plus 27% dans le secteur militaire. Cette réallocation reflète un changement de captation de la valeur aurifère. Des revenus auparavant dissipés en commissions et redevances circulent désormais localement. L'impact se matérialise sur le marché du travail, avec un recul du chômage de 8,4% à 5,9%. Ce delta suggère une absorption interne accrue, même si l'équilibre reste fragile. Ces chiffres provoquent des lectures opposées. Certains y voient une fragilisation de la capacité d'importation, d'autres une consolidation endogène. La donnée clé réside dans la combinaison contraction initiale contrôlée, diversification monétaire partielle, investissements internes ciblés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la stratégie privilégie la cohérence de long terme plutôt que la performance immédiate. Ainsi, la preuve quantitative ne tranche pas un débat idéologique, elle cartographie une transition. Le pays quitte un modèle d'extraction dépendante pour tester une configuration plus contraignante mais potentiellement plus autonome. Les chiffres ne promettent pas un succès garanti. Ils indiquent un déplacement réel des lignes de force. Deux lectures opposées structurent l'analyse internationale de la rupture burkinabé, chacune reposant sur une logique cohérente. La première, majoritairement portée par des analystes financiers occidentaux, considère la décision comme un risque systémique. Selon cette lecture, la sortie partielle des circuits traditionnels du dollar et du franc CFA fragilise un pays enclavé, dépendant de ses importations d'équipements, d'énergie et de biens industriels. La baisse des réserves de change complique l'accès aux machines et aux pièces, ce qui pourrait ralentir durablement la production. Dans cette perspective, la souveraineté affirmée a un coût cumulatif: pression monétaire, friction logistique et vulnérabilité accrue face aux sanctions ciblées. Face à cette prudence, un second camp avance une interprétation inverse. De nombreux économistes africains estiment que la douleur initiale constitue le prix normal d'une réappropriation stratégique.
Il rappelle que la dépendance financière s'est construite sur des décennies et ne peut être démantelée sans heurts. La diversification monétaire, même imparfaite, élargit l'espace de décision. Les ralentissements d'importation sont analysés comme des indicateurs de transition, non comme des signes d'effondrement. Dans ce cadre, la perte d'investisseurs extérieurs crée un vide temporaire, mais ouvre la voie à des acteurs nationaux. La réponse Stillman repose sur les données disponibles. Oui, certains flux se contractent et les réserves diminuent, mais simultanément, les revenus domestiques issus de l'or augmentent, les investissements internes progressent et les dépôts bancaires s'élèvent. Ces éléments n'annulent pas les inquiétudes du premier camp, ils en réduisent la portée. La situation présente une double vérité, des coûts immédiats mesurables et des bénéfices structurels émergents. L'enjeu analytique n'est donc pas de choisir un camp, mais d'identifier la dynamique dominante dans le temps. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le pari consiste à accepter une instabilité contrôlée pour redéfinir les termes de la dépendance. La question centrale reste ouverte. Cette instabilité sera-t-elle transitoire ou cumulative? La déclaration publique d'Ibrahim Traoré ne produit pas seulement un effet politique, elle renverse la structure même de l'interprétation dominante. Jusqu'alors, la crise était lue comme un bras de fer financier asymétrique, où un pays enclavé semblait condamné à céder sous pression. En quelques mots, cette lecture se fissure. Le centre de gravité se déplace. Il ne s'agit plus de négocier un actif, mais de refuser un mécanisme de contrainte. Ce basculement a un effet immédiat sur les observateurs. Dans les chancelleries, l'analyse change de registre. La question n'est plus combien cela coûtera, mais comment une exécution aussi rapide a été possible. Le verrouillage simultané des données, des routes et des sites miniers révèle une capacité de coordination sous-estimée. Ce qui paraissait improvisé s'avère préparé. À l'intérieur du pays, la révélation agit différemment. Elle ne déclenche ni euphorie ni triomphalisme, mais une clarification. Les acteurs comprennent que le refus n'est pas un geste isolé, mais une ligne directrice. La cohérence devient visible. Chaque décision précédente trouve soudain son sens. Cette mi-révélation ne promet pas un succès. Elle révèle autre chose, plus déterminant, la maîtrise du tempo. En reprenant le contrôle du rythme, le pays cesse de subir le calendrier imposé de l'extérieur. À partir de cet instant, les conséquences ne sont plus seulement probables, elles deviennent négociables. Les effets de la décision se déploient et en quatre arcs distincts, chacun révélant une facette différente du déplacement en cours. Le premier concerne les nations voisines. Au Mali, au Niger et en Guinée, les réactions sont rapides et pragmatiques. Des réunions discrètes s'organisent pour évaluer la sécurisation des gisements et la fluidité des corridors commerciaux. L'idée d'une coordination régionale gagne du terrain, non comme un bloc idéologique, mais comme une réponse fonctionnelle à des pressions similaires. Le geste initial agit comme un signal. Dire non n'entraîne pas mécaniquement l'isolement. Le deuxième arc touche les entreprises nationales. Longtemps contraintes par des acteurs extérieurs dominants, elles perçoivent une ouverture. La réorganisation des chaînes d'extraction favorise l'émergence de sociétés locales, soutenues par des mécanismes publics ciblés. Une plateforme interne de commercialisation permet de retenir une part plus importante de la production sur le territoire. Cette dynamique reste progressive, mais elle modifie la structure des incitations. Investir localement devient rationnel. Les marges ne sont pas encore élevées, mais la visibilité s'améliore. Le troisième arc concerne les citoyens. Pour la population, les effets sont ambivalents. Certains produits importés deviennent plus rares et les délais s'allongent. Dans le même temps, des opportunités apparaissent dans l'agriculture, les services et les infrastructures. Les débats
se multiplient dans les universités et les quartiers. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une expérience quotidienne, faite d'ajustements et de compromis. Le sentiment dominant n'est ni l'enthousiasme aveugle, ni la peur, mais une attention soutenue. Le quatrième arc s'étend à la scène internationale. Les marchés de Londres anticipent une volatilité accrue. À Paris et à Washington, les analyses évoquent un précédent préoccupant. Pourtant, dans plusieurs capitales africaines et asiatiques, la lecture diverge. Le choix perçu comme une réévaluation des rapports de force, non comme une rupture irrationnelle. Les acteurs extérieurs ajustent leur stratégie conscients qu'un levier ancien ne fonctionne plus de manière automatique. Au centre de ces quatre arcs, une constante demeure. La décision, portée publiquement par Ibrahim Traoré, ne produit pas un effet unique, mais une propagation. Chaque groupe réagit selon ses intérêts, mais tous intègrent un fait nouveau, la capacité d'un État à redéfinir ses contraintes. Les conséquences ne s'additionnent pas. Elles se répondent, dessinant un paysage plus complexe que prévu. Les 6 à 12 prochains mois peuvent être envisagés à travers trois trajectoires distinctes, chacune dépendante de variables encore instables: réaction extérieure, cohésion interne et solidité des alliances régionales. Ces scénarios ne visent pas à prédire l'avenir, mais à identifier les seuils qui orienteront la dynamique. Le scénario de base prolonge la trajectoire actuelle. Le pays maintient une stabilité prudente, marquée par une croissance modérée, soutenue par la captation accrue des revenus aurifères. Les circuits financiers alternatifs gagnent progressivement en crédibilité. Les échanges régionaux compensent partiellement les lenteurs d'importation. L'équilibre reste exigeant mais tenable. Ce scénario suppose une gestion rigoureuse et une coordination continue avec les partenaires du Sahel. Le scénario optimiste repose sur une consolidation accélérée. Des coopérations renforcées avec des partenaires non occidentaux fluidifient l'accès aux équipements et aux technologies. Les projets énergétiques, notamment solaires, réduisent la dépendance aux importations. Les entreprises nationales montent en compétences. Le pays devient un pôle régional émergent, où souveraineté économique et intégration régionale se renforcent mutuellement. Cette trajectoire suppose une exécution rapide et une stabilité politique soutenue. Le scénario pessimiste découle d'une réponse extérieure plus dure. Des sanctions ciblées et des restrictions logistiques freinent l'accès aux équipements vitaux. La production ralentit, les tensions sociales augmentent et les marges budgétaires se réduisent. Les alliances régionales amortissent partiellement le choc sans l'annuler. Le pays reste debout, mais au prix d'une contraction durable. Une recommandation de lecture s'impose. Pensez en chaîne causale plutôt qu'en événements isolés. Un seuil franchi peut produire des effets non linéaires. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la question centrale n'est pas quel scénario prévaudra, mais à quel moment les équilibres basculeront. Au-delà des graphiques et des scénarios, la décision se réfracte dans des vécus très différents selon la position sociale. Trois groupes principaux perçoivent la transition de manière distincte, révélant la profondeur humaine d'un choix politique pourtant technique. Le premier groupe rassemble ceux qui vivent la transition au quotidien: commerçants, ouvriers, familles urbaines et rurales. Pour eux, l'impact est immédiat et concret. Certains produits importés deviennent plus rares, les délais s'allongent et l'adaptation demande des ajustements rapides. Dans le même temps, des opportunités apparaissent, des filières locales gagnent en visibilité et des emplois émergent dans les infrastructures et l'agriculture. Ce groupe ressent la friction avant la promesse promesse, mais il mesure aussi la possibilité d'un rééquilibrage progressif. Le deuxième groupe regroupe les observateurs engagés: universitaires, journalistes, analystes et militants. Leur rapport à la crise est analytique, mais impliqué. Ils débattent des modèles économiques,
comparent les précédents africains et interrogent la soutenabilité de la stratégie. Pour eux, le Burkina Faso devient un cas d'étude vivant. Les désaccords existent, mais la tension reste élevée, car la trajectoire pourrait inspirer ou alerter d'autres pays. Le troisième groupe concerne les spectateurs éloignés, souvent hors du continent. Leur intérêt n'est pas personnel, mais symbolique. La décision interroge leur certitude sur la souveraineté et la justice économique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un pays perçu comme périphérique entre dans leur champ de réflexion. Ces trois regards convergent vers une même interrogation. Comment réagir lorsqu'un État redéfinit ses contraintes sans garantie immédiate de succès? La sortie durable de la crise ne peut reposer sur des gestes symboliques seuls. Elle exige une séquence d'actions ordonnées, mesurables et attribuées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la feuille de route s'articule autour de quatre axes complémentaires, conçus pour stabiliser le pays tout en consolidant son autonomie. D'abord, la maîtrise des ressources. Le ministère des Mines lance un audit exhaustif des exploitations, à finaliser sous 6 mois. L'indicateur clé est la proportion de sites opérés et supervisés par des équipes nationales. Cette cartographie sert de base aux arbitrages contractuels et limite les dépendances techniques résiduelles. Ensuite, la diversification énergétique. Une task force intersectorielle est chargée d'accélérer les projets solaires et hybrides. Le critère de suivi est la part d'électricité produite localement dans le mix national. L'objectif n'est pas l'autosuffisance immédiate, mais la réduction progressive des vulnérabilités d'importation. Vient ensuite la coopération régionale. Des réunions trimestrielles avec le Mali, le Niger et la Guinée visent à transformer l'alignement politique en rendement économique. Chaque cycle doit produire un indicateur concret: volume d'échanges intra-régionaux, corridors sécurisés ou simplification douanières effectives. Enfin, la montée en compétences. Le ministère de l'Éducation pilote des formations accélérées dans les secteurs miniers, agricoles et techniques. La mesure du succès repose sur les taux d'insertion et l'élévation des qualifications. Cette feuille de route n'élimine pas les risques, elle les encadre. En reliant responsabilité, délais et indicateurs, elle transforme une posture de refus en trajectoire gouvernable. Deux images reviennent comme un fil discret. Celle des ouvriers suspendant leurs machines pour écouter la radio, cherchant à comprendre ce que signifiait réellement l'ultimatum. Celle des étudiants rassemblés autour d'une table improvisée, discutant d'histoire, de ressources et d'avenir. Ces scènes ordinaires, en apparence, ont donné une épaisseur humaine à une décision souvent résumée en chiffres. Avec le recul, ces moments éclairent le sens du choix opéré. La crise n'a pas opposé un pays à des acteurs extérieurs abstraits. Elle a confronté une société à sa propre capacité de cohérence. La figure d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette continuité, non comme un symbole isolé, mais comme un relais. Son rôle a consisté à traduire une attente diffuse en lignes d'action lisibles. Le récit ne glorifie ni le risque ni la rupture. Il rappelle une idée plus sobre. Une souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Les ajustements, les coûts et les incertitudes en font partie intégrante. Mais sans cette mise à l'épreuve, la notion reste théorique. Une phrase résume cette dynamique sans emphase inutile. La dignité ne se négocie pas à crédit, elle se construit dans la durée, au rythme des décisions assumées. Lorsque le tumulte s'apaise et que les réactions immédiates s'estompent, il reste une interrogation plus large que le cas burkinabé. Ce qui s'est joué ne concerne pas uniquement un ultimatum, une ressource ou un dirigeant. Il s'agit d'une question de méthode. Comment un État, même contraint, peut-il redéfinir son rythme face à des pressions structurées? L'expérience observée sous Ibrahim Traoré n'apporte pas de réponse universelle. Elle propose un cadre de réflexion.
Elle invite à regarder au-delà des jugements rapides, à distinguer les coûts conjoncturels des transformations structurelles et à interroger la manière dont les rapports de force évoluent lorsque la contrainte rencontre une cohérence interne. Cette histoire n'appelle ni adhésion automatique ni rejet réflexe. Elle appelle la discussion. Chacun peut y projeter ses propres repères économiques, politiques ou éthiques. Ce qui importe, c'est le débat qu'elle ouvre et les comparaisons qu'elle permet avec d'autres trajectoires. La question finale reste volontairement ouverte. Dans un monde de plus en plus normé, qu'est-ce qui fait encore la capacité réelle de choisir?